Votre rendez-vous avec l'actualité, c'est maintenant sur ATV. Bonsoir à tous. À la une ce mercredi 10 décembre, l'ouverture d'un procès sous haute tension à la cour d'assises. Un homme déjà condamné pour le meurtre de sa compagne et condamné à 30 ans de réclusion est rejugé en appel. Nous irons également au contact du savoir. Un forum 100% consacré aux métiers scientifiques féminins s'est tenu aujourd'hui dans un collège du centre de Lille. Nous parlerons également d'un hommage cinématographique à la mémoire, l'incroyable histoire de Furcy, l'esclave qui a obtenu sa liberté par la justice. C'est un procès sous haute tension qui s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises de Fort-de-France. Joanne Cupit, déjà condamnée à 30 ans de réclusion pour le meurtre de sa compagne, revient en appel. Ce premier jour a été marqué par l'étude de la personnalité de l'accusé, de son parcours et de son rapport à la violence. Le reportage de Ryan Aneas. Nous sommes ici au tribunal de Fort-de-France pour le procès en appel de Joanne Cupit. Il est accusé d'avoir provoqué l'incendie qui a coûté la vie à son ancienne compagne en novembre 2019 dans une maison du quartier de Trenel. Ce soir-là, un feu se déclare dans la chambre. La jeune femme est grièvement brûlée. Elle est hospitalisée, placée en réanimation, mais elle décède 2 jours plus tard. Déjà condamnée à 30 ans de réclusion criminelle en première instance, Joanne Cupit demande aujourd'hui à la Cour de réexaminer les faits. Pour cette première journée, les jurés et les juges se sont surtout penchés sur sa personnalité. Ce matin, aux assises de Fort-de-France, la Cour a longuement interrogé Joanne Cupit. Les jurés ont cherché à comprendre son tempérament, son rapport à la violence, mais aussi la manière dont il assume ou non les faits. Face au président, l'accusé a reconnu sa jalousie, son impulsivité, mais il a aussi défendu sa vision des violences conjugales, parlant d'une gifle, évoquant même une correction. Des mots qui ont vivement fait réagir les parties civiles. Ces déclarations, elles interpellent parce qu'on est quand même à distance des faits qui ont eu lieu en 2019, fin d'année 2019. On peut se dire que le temps aidant, on peut avoir une certaine réflexion, une remise en question aussi même parfois de certains comportements, certaines positions qu'on peut avoir. Et force est de constater, sauf erreur, que c'est pas le cas. Lorsqu'on parle de correction, lorsque l'on parle de violence qui pourrait avoir trouvé des raisons, des justifications, c'est vrai que ça interpelle. Après cette audition sous tension, l'autre avocate des parties civiles rappelle la gravité du dossier. Elle souligne que Joanne Cupit a déjà été condamnée à 30 ans de réclusion en première instance et qu'en appel, la Cour peut aller jusqu'au maximum prévu par la loi. Le dossier dit déjà la vérité et on a assez d'éléments à mon sens dans ce dossier pour avoir la vérité. Mais 30 ans de réclusion criminelle, c'est une première peine. Monsieur encourt plus, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Donc dans ces conditions-ci, il appartient au ministère public et à l'avocat général de faire ses réquisitions. Mais les victimes attendent surtout que monsieur soit à nouveau mis face à ses responsabilités et qu'on puisse à nouveau lui dire à quel point les actes posés ont été ignobles et ont laissé un préjudice important. Demain, Joanne Cupit reprendra la parole pour revenir sur les faits. Les plaidoiries des avocats des deux parties sont attendues vendredi, avant que la Cour ne se retire pour délibérer. Le cri de détresse de toute une profession, les aides-soignants des urgences du CHUM déplorent leurs conditions de travail jugées intenables depuis mars. Elles prévoient ce soir de se mobiliser plusieurs heures pour alerter sur leur situation, en cause des effectifs largement insuffisants selon elles pour assurer les soins des patients. Les précisions face à la caméra de Sandrine Claude. Ce soir, on a décidé de faire grève parce que depuis plusieurs mois, il manque 3 postes à pourvoir sur notre équipe. On tourne à 9 et à 8 actuellement parce qu'il y a un arrêt maladie. Et là, on n'en peut plus en fait parce que sur la contre-équipe de nuit, ils sont 12 et nous, on se retrouve à 8. On fait énormément de tâches très polyvalentes. On seconde beaucoup les infirmiers. Donc, on a énormément de travail. Notre travail, ce n'est pas juste les soins de confort et l'hygiène. Ça va bien au-delà. Il y a beaucoup de... Les urgences sont bien spécifiques. Social toujours, la CGTM ainsi que la CDMT se sont mobilisés ce matin à la maison des syndicats. C'est devant une petite foule que ces organisations ont rappelé les orientations du gouvernement qu'ils ne jugent pas correctes envers les travailleurs. Suppression de postes dans la fonction publique, allongement de l'âge de départ à la retraite ou encore la baisse du taux des remboursements des médicaments. Les précisions de Gabriel Jean-Marie devant la caméra de Ryan Aneas. Qu'il s'agisse du secteur public comme du secteur privé, tous les secteurs sont mobilisés. La fonction publique, c'est autant l'État, la territoriale que l'hospitalière.
Et dans le secteur privé, les commerces, les services, en tout cas, tous les salariés sont concernés par les mesures que le gouvernement sera amené à mettre en œuvre. Alors, les revendications, ce sont toutes ces horreurs, pour reprendre un terme à la mode, que M. Bayrou, dans son plan annoncé le 15 juillet, puis repris par M. Lecornu, ont annoncé, c'est-à-dire les jours de carence augmentés, les jours fériés supprimés, les franchises médicales augmentées. Enfin bref, il y en a tellement que on peut en oublier. Mais ce sont toutes ces horreurs, tout ça pour faire des économies sur le dos de ceux qui n'en ont pas ou ont très peu, et pour épargner les fortunes de ceux qui touchent des millions, pour pas dire des milliards. Il faut qu'on se mobilise parce que les mesures annoncées par le gouvernement, tôt ou tard, entreront en application. On doit constater qu'il y a des hommes politiques au Parlement qui soutiennent ces mesures-là. Par exemple, dans le secteur de la santé, ça va faire très mal. Et il faut que tout le monde s'en occupe, notamment dans le secteur de la santé, parce qu'on ne sait jamais à quel moment on peut avoir affaire à l'hôpital. Un forum 100% consacré aux métiers scientifiques féminins. Au collège Roger Castindet, les élèves ont rencontré aujourd'hui des professionnels de la santé, de l'environnement ou encore des technologies. L'occasion était donnée à ces femmes de présenter leur parcours et de susciter, pourquoi pas, des vocations. Les collégiens ont pu mesurer la place que peuvent prendre les femmes dans le domaine scientifique. Le reportage de Sandrine Claude. Ce matin, le collège a des aires de laboratoire géants. Des professionnels scientifiques sont venus à la rencontre des élèves pour un forum des métiers qui a une particularité. Il est 100% féminin. Santé, changement climatique et énergie durable, autant de domaines qui s'ouvrent aujourd'hui aux collégiens. L'idée est qu'ils soient mis au fait de parcours auxquels on ne pense pas toujours. Dans mon lieu de travail, il y a beaucoup de parcours différents et ça permet aussi de partager sur les différentes possibilités, les différents profils. L'accent qui a été mis par l'équipe pédagogique, c'est de non seulement inviter les jeunes femmes à se poser la question des métiers scientifiques, mais aussi interpeller les jeunes garçons, les jeunes hommes, à les accompagner en fait, avec des partenaires et non en opposition ou en compétition. Des élèves curieux, parfois surpris ou inspirés. Et il n'y a pas que les jeunes filles qui se trouvent accrochées par certains métiers. La Martinique et leurs effets et leur bien-être. Tyler, lui aussi, ne manque pas de questions quand il arrive à ce stand. Pour lui, la science n'est pas un terrain de compétition entre femmes et hommes, mais un champ où chacun peut trouver sa place. Qu'importe que ce soit un homme ou une femme, le plus important c'est qu'ils font bien leur boulot et qu'en gros ils aiment ce qu'ils font. Alors moi ce qui m'a interpellé le plus, c'est par rapport à la biotech, parce que en fait je suis très biologique, j'aime beaucoup tout ce qui est la nature, les animaux. Ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, peut-être qu'en faisant le forum des métiers, ils auront peut-être une envie de faire un des métiers qu'ils ont vu. Du côté des intervenantes, le message est clair. Les sciences sont un domaine qui recrute. C'est particulièrement le cas de la médecine, qui manque systématiquement de spécialistes à échelle locale, d'autant que certains métiers sont encore peu connus du jeune public. Cette gastro-entérologue est venue expliquer concrètement ce qui se cache derrière cet intitulé médical. La première chose, c'est combien d'années d'études avec des yeux qui s'écarquillent. Et la deuxième chose, c'est mais qu'est-ce que ce métier? Mais pourquoi avez-vous fait ce métier où vous allez trifouiller les intestins? Donc c'est globalement ça. Je les ai fait un petit peu manipuler, ils voient qu'il y a un côté ludique et puis quand ils voient l'impact notamment quand je leur parle d'un fort taux de cancérologie digestive, de patients concernés par la cancérologie digestive, ils voient l'intérêt clinique de ce métier qui était en général pas connu de ces enfants avant cette rencontre. Bien que les mentalités aient évolué ces dernières années, l'importance de rappeler que les femmes ont toute leur place dans les carrières scientifiques demeure encore aujourd'hui. Inciter nos jeunes filles à emprunter ces filières, que les jeunes filles cessent de se censurer, qu'elles voient grand, qu'elles aient des ambitions. Et donc c'est bien sûr aussi par rapport aux travaux de femmes qui ont longtemps été minimisés que nous avons fait le choix aujourd'hui de mettre en lumière le travail des femmes scientifiques. Un rendez-vous qui, le temps d'une journée, aura ouvert des pistes et peut-être donné une appétence à certains pour les métiers de la science.
Passons maintenant au dossier de l'eau. Le comité citoyen du sud de la Martinique faisait le point ce mercredi à la CAESM de Rivière-Salée. Il était question de l'avancement des négociations autour de la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Le CCSM a présenté les premières avancées de la nouvelle commission mise en place pour suivre ce dossier. Les informations recueillies au micro de Dorian Cayuela. Cette commission-là, véritablement, a décidé de prendre à bras le corps l'analyse de la gratuité des 8 premiers mètres cubes d'eau. Avoir de l'eau, une partie des 8 premiers mètres cubes d'eau gratuits, c'est déjà soulager la population, entrer dans une dynamique de combat contre la vie chère. La population est au courant de notre action, de notre démarche pour obtenir cette gratuité de 8 premiers mètres cubes par semestre. Alors il faut bien préciser que la négociation se base sur le semestre de facturation, donc c'est bien 16 mètres cubes d'eau par an que nous réclamons. Elle est au courant, elle sait de comment nous nous battons pour que cela arrive. Nous avons assez bien engagé, c'était un petit peu rude ce matin, mais nous avons engagé cette négociation puisque nous avons mis en place les premières bases de cette négociation, de cette gratuité des 8 premiers mètres cubes. Là, précisément, on ne peut pas d'ores et déjà commencer à dire que ça va être effectif telle ou telle période. Nous savons que nous avons une échéance qui nous est peut-être à vue imposée, c'est la convention, la nouvelle convention qui va être signée en 2027. Cependant, si ça arrive avant, nous serions très heureux pour cette population que les choses soient un petit peu plus claires et un peu plus tôt. Tout dépendra de ce que la communauté, donc la collectivité, va décider. Ça peut être un peu avant et ce serait, je le répète, bénéfique pour nous. Nous vous proposons maintenant de découvrir un extrait du film qui crée l'événement en cette fin d'année, Fursi, né libre, l'histoire incroyable d'un esclave qui a réussi à obtenir sa liberté par la voie judiciaire. Fursi, né libre, esclave maintenu par la cupidité des hommes. J'ai le droit de circuler librement, il fallait demander au procureur du roi. Silence! Fursi devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années. Cet acte d'affranchissement, même s'il existe, c'est qu'un bout de papier. Il dissimulait aussi des liens secrets avec la préceptrice Virginie Béga. Fursi se retrouve dans la position d'accusé alors qu'il vient réclamer sa liberté. Les esclaves n'attaquent jamais leur maître en justice. Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble. Je retourne travailler, je peux reparler le Maurice. C'est toi, Fursi? Baisse les yeux quand je te parle. J'ai réussi à ce que son procès passe à la Cour royale de Paris. C'est moi qui le défendrai. Je ne vous abandonnerai jamais, Fursi. Je magnifie la guerre des papiers, ces pièces avec un tampon qui sont les seules preuves de la justesse de mon combat. Tout est organisé pour maintenir ce système en place. Ils seront prêts à te pardonner si tu acceptes de retravailler pour eux. Pardonner? Après toutes ces années de souffrance, cette injustice? Quand on a été esclave, on l'est toute sa vie. Peut-on renoncer à sa liberté? Peut-on abandonner cet attribut fondamental de l'être humain? Et nous accueillons maintenant l'homme qui a donné corps à ce projet, Éric Gehlmann, producteur du film. Monsieur Gehlmann, bonsoir. Bonsoir. Le film Fursi, né libre raconte l'histoire d'un esclave qui a réussi à faire reconnaître sa liberté en justice. Qu'est-ce qui, dans ce destin, a justifié que vous en fassiez un long métrage ? Moi, j'ai grandi dans les années 80 où la plupart des héros qu'on avait, c'était des héros américains, type Kunta Kinte, par exemple, dans la série Racine. Et j'avais envie de produire un film qui parle aux jeunes d'aujourd'hui et qui puisse leur donner des héros modernes auxquels ils puissent s'identifier. Et Fursi, c'est un homme qui s'est battu toute sa vie en utilisant les armes de ses oppresseurs. Et c'est en cela que je trouvais que c'était quelque chose qui avait un écho assez moderne. Voilà. Ce film est une œuvre de mémoire. Quelle est la portée historique de cette victoire juridique et est-ce le symbole d'une forme que la justice était possible encore à cette époque ?
Alors, ça a été son combat, donc, qui se passe à l'île de la Réunion en 1810, qui est une histoire vraie, donc, a été une petite pierre qui a permis derrière, une petite pierre qui est dans les fondations de l'abolition de l'esclavage, qui arrive quelques années après son procès. Et donc, du coup, ça a eu un impact à l'époque. Alors, l'avant-première a lieu demain soir, jeudi, à Madiana. Pourquoi est-il essentiel pour vous que ce film soit vu ici, aux Antilles ? D'ailleurs, il me semble qu'il passera après en Hexagone, en France. Quel est le message que vous souhaitez passer aux téléspectateurs ? Alors déjà, moi je suis un peu un descendant d'esclaves et d'esclavagistes, donc c'était important pour moi qu'il y ait une avant-première à la Martinique, à la Guadeloupe, avant la sortie hexagonale, puisque c'était une manière aussi de remercier toutes les personnes qui nous ont aidés et ce film leur parle avant tout. Et le travail d'Abd al-Malik est avant tout un travail de réconciliation, de vivre ensemble, donc c'est ça le message principal du film. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Juste avant de poursuivre, regardons cet entretien avec l'homme derrière la caméra, cette fois-ci, l'artiste et réalisateur Abd al-Malik. Il nous explique pourquoi il était essentiel, selon lui, de redonner vie et dignité à ce combat judiciaire unique. On est au 19e siècle. Il y a, sur l'île Bourbon, donc l'île de la Réunion, il y a un esclave qui a appris à lire, à écrire en cachette. Et quand sa mère meurt, il découvre qu'elle cachait des documents. Et dans ces documents, il y a un acte d'affranchissement. En fait, elle était libre. Si elle est libre, si elle était libre, lui est libre. Donc il prend le document, il va au tribunal et il porte plainte contre son maître. Et commence pour lui 27 ans de combat acharné. Et donc, voilà l'histoire d'un esclave qui a appris à lire et à écrire. Donc je voulais raconter aussi comment quelqu'un qui se structure sur la connaissance, comment il se meut dans l'espace, comment il se meut dans le temps. Ça, c'était vraiment un sujet qui m'intéressait. L'autre sujet qui m'intéressait, c'est que, évidemment, et à juste titre, il n'y a pas de problème, on parle beaucoup de Victor Schœlcher, etc., quand on parle des abolitions. Mais il y a des milliers, voire des millions de femmes et d'hommes qui se sont libérés d'eux-mêmes, qui eux-mêmes ont trouvé les moyens de s'affranchir. Et voilà, et là il y avait une figure, il y avait l'histoire de Furcé. Pour moi, ça devenait une figure exemplaire pour parler de ça. Et puis, pour terminer, il y a aussi cet homme qui aurait pu choisir d'être marron, qui aurait pu choisir la violence, mais il choisit, lui, la justice et le droit pour avoir gain de cause. Et ça, pour moi, ça résonne puissamment à aujourd'hui. Et ça met en mouvement l'idée du temps long dans le fait de changer les choses, dans le fait de changer, j'ai envie de dire, une situation ou l'état dans lequel on se trouve. Voilà. Après ce moment d'histoire, un moment de tradition et de partage, aujourd'hui, le parc Aimé Césaire était le théâtre de l'événement Jounin en temps longtemps, organisé par le CCAS de Fort-de-France. Une véritable immersion dans le passé avec une redécouverte des traditions d'autrefois. Au programme, animation, ateliers et échanges intergénérationnels, le tout pour faire vivre et transmettre notre patrimoine culturel au travers d'un moment convivial et essentiel. Reportage de Dorian Cayuela. Dans le village en temps longtemps, chaque souvenir réveille un lien et chaque geste rapproche les générations. Loin des écrans, les enfants découvrent les passe-temps de leurs ancêtres. Ça nous montre qu'est-ce que les personnes âgées faisaient avant et utilisaient. J'aime bien le jeu de nos grands-parents parce que les écrans, ça te rend pas intelligent et ça rend intelligent. Ça me fait plaisir parce qu'on est venu visiter les jeux de nos arrière-grands-parents et pour faire des activités culturelles. C'est bien, ça nous apprend des choses au lieu que de regarder des écrans. Je préfère faire des activités en plein air. Pourquoi ? Parce que c'est plus culturel pour les enfants et ils vont mieux apprendre. Autrefois, les anciens se rassemblaient autour de jeux de bois où convivialité et bon moment allaient de pair. Quant aux enfants, leur préoccupation première tenait en un mot, la créativité. On dit jeu d'antan, mais bon, c'est plus jeu traditionnel du monde. Du monde parce que c'est un peu partout, des jeux qui se jouaient dans les bistrots, dans les bars, surtout en France ou dans d'autres pays. C'est une activité intergénérationnelle. Les enfants comme les grandes personnes, les adultes, les personnes âgées peuvent jouer aussi. Mon sentiment, c'est que je sens qu'il y a beaucoup plus de convivialité. Les enfants s'amusent beaucoup plus et puis ils s'amusent. Franchement, moi, c'est l'amusement des enfants qui me fait plaisir. Si les jeux de bois faisaient l'unanimité, les enfants, eux, rêvaient les yeux tournés vers le ciel, suivant la danse des cerfs-volants, symbole de liberté. Mais il faut vous dire que le monde du cerf-volant, il est immense.
quand on a du vent, on peut créer tant qu'on veut. Donc, pour les enfants, c'est une activité qui permet beaucoup de toucher à la créativité. Il y a un cheval-bois miniature, mais qui quand même peut prendre les enfants. Alors le cheval-bois que vous voyez là, c'est un peu ce qu'on connaissait dans le temps, mais en grand modèle et avec les tambours comme on fait là maintenant. Et les enfants montaient dessus. Une action menée avec soin afin que chacun puisse savourer un instant d'évasion et de bonheur. L'idée, c'est de pouvoir faire revivre aux enfants l'esprit du Noël d'antan avec des jeux d'adresse, des jeux de société en bois, un manège en fait fabriqué par une association. Entre petits et grands, les pratiques d'antan deviennent un terrain commun et les générations s'y rejoignent naturellement. Culture toujours, le chanteur Yemanse était présent dans nos studios cet après-midi pour nous présenter son nouvel album Happy qui sortira ce vendredi, le fruit de 2 ans de travail. Il sera d'ailleurs l'invité de Marie Tricot dans Résonance Créole. Mais pour l'heure, regardons son entretien mené par Loïc Régis. Ça va, écoute, je me sens bien, je suis impatient. L'album sort vendredi, donc au top de moi-même. Eh ben, comme d'habitude, Yemanse, c'est beaucoup, c'est Your Love. Chanson d'amour et puis un peu de conscience, un peu d'épanouissement sur la vie, d'émerveillement sur la vie, quoi. Donc, c'est un album comme j'ai l'habitude de faire, avec plein de vibes, des mélodies, dancehall, reggae, acoustique. Faut écouter ça. Ah ben, on est sur 2 ans, hein. Depuis Your Love, c'est-à-dire que j'ai fait Your Love il y a 2 ans et depuis, ben, j'ai commencé celui qui arrive. Ça met du temps, il faut mixer, il faut masteriser, il faut écouter, c'est bon, c'est pas bon, il faut refaire. Donc, on est content, c'est fini et ça sonne. Comme je dis, il y a du boulot, il y a Guerrier qui a mixé, on big up l'équipe, il y a les beatmakers, Speed Eye, Cave Music, Alik qui est en France, enfin, il y a du boulot. L'album s'appelle Happy et le morceau éponyme, l'album c'est éponyme, le titre éponyme c'est Happy. Donc, c'est le morceau Happy pour moi qui représente le plus cet album et puis les 2 dernières années qu'on a passées, c'est un bon résumé aussi de tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années au pays, quoi. Ouvrons maintenant notre page des sports par du football. En match en retard de la 9e journée du championnat de Régional 1, ce soir 20h, l'Espoir reçoit le RC Saint-Joseph, une rencontre aux enjeux différents. Côté lycéen, il s'agira de s'éloigner de la zone de relégation et pour le champion en titre, une victoire permettrait aux Joséphins de prendre la tête du championnat. Et toujours ce soir, en match avancé de la 11e journée du championnat de Régional 1, le club franciscain reçoit le club péléen à 20h. Du football, on passe au futsal. Ce soir, Femme sera opposée au club péléen dans le cadre de la 11e journée du championnat. Elle a débuté le week-end dernier et s'est poursuivie lundi soir par l'opposition entre le leader, la Relève Lamantinoise et Casablanca FC. Une rencontre au cours de laquelle il n'y a pas eu de suspense. Les Lamantinois se sont imposés sur le score de 12-1. Récit de la rencontre avec Caril Chassol et Marc Michel. Il ne fallait pas être en retard lundi soir au Palais des Sports du Lamentin à l'occasion de la rencontre entre la Relève Lamantinoise et Casablanca FC. Dès la 3e minute, les locaux ouvrent la marque par Alan Kuti avant que 7 minutes plus tard, Joris Cadol ne double la mise. Et si Casablanca FC réduit la marque sur cette frappe de Yohan Zami, ce n'est qu'un feu de paille, une pluie de buts s'abat sur les hommes de Willy Vado. À la pause, la Relève Lamantinoise mène 6-1, dont un triplé d'Alan Kuti. À la reprise, les Lamantinois poursuivent sur leur lancée et les joueurs de Lionel Victoire se font plaisir. Ils inscrivent 6 nouveaux buts. Alan Kuti s'offre un quadruplé, Joris Cadol et Lucas Labedad un doublé. « 12 buts à 1, c'est le score final. On a rencontré une équipe valeureuse de la Relève Lamantinoise. Un derby, ça se gagne. Donc ce soir, on a été moins bon. On va continuer à travailler, puisqu'on a rencontré le premier ce soir. Une équipe bien en place. On a essayé de les déjouer tactiquement, mais ils ont été en place.
Un derby lamantinois que tout le monde attendait au Lamentin. Il y avait quand même pas mal de monde ce soir. Il nous fallait gagner ce match. C'est vrai qu'on est resté une semaine sans jouer. Donc au début, on était un petit peu timoré, mais à partir du moment où on a mis la machine en route, Casablanca a eu du mal. Maintenant, bon, ce soir, on savait qu'on allait remporter ce match, mais de quelle manière? On a bien remporté ce match puisqu'on a très bien joué. Dans les autres rencontres, large victoire également du FC Floréal face à l'Éveil de Carabin 10-2 ou encore du Golden Lion aux dépens du FC Salien 15-7. À noter également le succès de Mahon Futsal face à Caribbean Osmose 5-4. Cette 11e journée du championnat se poursuit ce soir 20h avec le match Femmes Club Péléen au Morne Rouge. Et notez que l'opposition entre le Lac 212 et GIF est reportée au 28 décembre prochain. En attendant les résultats de ces rencontres, la relève lamantinoise conforte sa place de leader avec 5 points d'avance sur le FC Floréal, 9 sur Femmes et 12 sur le Lac 212. En bas de tableau, on retrouve GIF, l'Éveil de Carabin et la Lanterne Rouge, le FC Saléen. Un classement quelque peu tronqué avec certaines formations qui comptent jusqu'à 3 matchs en retard. Et comme chaque soir, terminons sur un geste solidaire. Si vous souhaitez donner votre sang demain, vous avez 2 possibilités. Rendez-vous sur le parking de la place des Fêtes du Saint-Esprit de 8h30 à 17h30 ou à la Maison du Don de Dillon, immeuble Le Fils, de 10h30 à 17h. Avant de clore cette édition, je vous rappelle la principale actualité, le procès en appel de Johann Cupit pour le meurtre de sa compagne. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Toute l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube ATV97 et dans un instant, retrouvez Prisca Morjon dans La Martinique dans l'assiette, puis Résonance Créole présentée par Marie Tricot. Et à 20h, 2 épisodes de votre série L'Héritière. Excellente soirée sur ATV et à demain.